Bienvenue à vous donc pour cette conférence développer et commercialiser son jeu vidéo aujourd'hui. Je vais mettre l'accent sur eux parce que c'est vrai que au moment où on a envoyé le brief de la conférence, je n'avais pas leur confirmation, mais ils sont bien là avec nous. On va commencer cette conférence avec Elisabeth Mahler. Donc vas-y, tu peux te présenter, Elisabeth. Et je diffuse ton site en même temps. L'écran derrière? Ouais, hop, alors je partage l'écran. Share your desktop. Non. Ah ouais, ok. Donc il faut que j'aille ici. Voilà. Est-ce que vous voyez le site d'Elisabeth? Ah, mais on ne peut que. Oh, excusez-moi. Je veux juste présenter. Ah, voilà. Est-ce que vous voyez le site internet d'Elisabeth? Je le vois. Super. Elisabeth, tu nous entends? On ne t'entend plus. Elisabeth. Là, voilà, c'est mieux Oui, je comme suis ça. là, pardon. Super, non, bah, pas de souci. En fait, je te laissais la parole pour te présenter. Et puis, bah, en fond, en fait, j'ai mis ton site internet. Comme ça, tu pourras faire le relais. Je te laisse 2-3 minutes pour te présenter. Ça marche. Donc, moi, c'est Elisabeth Mahler, sans H. Et je suis présidente d'une maison d'édition un peu alternative, un peu particulière. C'est une maison de l'économie sociale et solidaire qui accompagne des personnes qui souhaitent se lancer dans le jeu indépendant et qui se focus surtout sur les personnes qui sont marginalisées, qui n'ont pas eu les mêmes opportunités que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il fallait créer un studio. Donc, créer un studio, tout le monde en a entendu parler, hein. C'est un peu le rêve de tout le monde. Je veux créer mon studio. Je pense que Benoît en parlera encore mieux que moi. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y a une différence entre créer son studio, c'est-à-dire se retrouver avec des personnes et travailler sur un jeu, et créer un studio au sens administratif du terme, dans le sens créer une société, créer une SAS, une SARL, prendre un expert comptable, etc., etc., qui sont des process qui sont lourds, qui sont complexes, qui sont coûteux et qui prennent aussi souvent beaucoup de temps. Donc en discutant avec pas mal de patrons et de patronnes de boîtes de jeux vidéo, je me suis rendu compte que la plupart des personnes qui géraient un studio de jeux vidéo aujourd'hui, bah, elles passaient au moins un jour par semaine à non seulement ne pas bosser sur leur jeu, mais aussi ne pas être en train de bosser sur la com, sur leur jeu, mais juste en train de bosser sur faire des trucs pour notre chère administration française qui demande tellement de paperasse. Et c'est en discutant avec des personnes de d'autres industries créatives que je me suis rendu compte qu'il n'y a que dans le jeu vidéo que ça se passe comme ça. Parce que, supposons là, au lieu d'être 4 personnes dans le jeu vidéo, on soit 4 super danseurs. Et on veuille se lancer dans une troupe de danse. Enfin, on ne créerait pas une société pour notre troupe de danse. Ce qu'on ferait plutôt, c'est que on passerait par un label qui se chargerait de nous booker, nos spectacles, etc. Et puis, il nous paierait chacun individuellement en tant qu'artiste. Et si un jour Benoît il voulait partir créer sa propre troupe de danse, il pourrait, et nous on pourrait continuer sans lui, et on pourrait faire se faire rejoindre par d'autres personnes. Et en tout cas, ce qu'on ferait dans le quotidien, ça serait danser, ça serait pas remplir des formulaires de TVA. Et c'est pareil dans toutes les autres industries créatives. Si demain on crée un livre, une BD ensemble, on aurait chacun le statut d'artiste-auteur. Pareil si on avait fait un groupe de musique, etc. Et je me suis rendu compte que toutes les personnes qui travaillent dans le jeu vidéo, théoriquement, pourraient aussi prétendre à ce statut-là aussi d'artiste-auteur. Et du coup, on a une maison d'édition un peu comme dans le livre, où en fait, il y a des personnes qui vont venir nous voir pour qu'on les accompagne. Ça va être des personnes qui travaillent à une, deux, trois, quatre personnes, qui veulent juste que leur jeu sorte, qui veulent potentiellement avoir un studio, mais pas forcément créer un studio au sens administratif du terme. Et puis nous, on va leur signer à chacune d'entre eux un contrat et puis, on va les accompagner ensuite pour commercialiser leur jeu. Et une fois le jeu commercialisé, on va donner à chacun d'entre eux un pourcentage sur les revenus du jeu. Et on va leur faire gagner plein de temps et plein d'argent, comme ça. Voilà, très très gros. D'accord, Ah, ok. Ok, ok. Alors, attends, je cherche juste à. Voilà, c'est bon. Eh ben, merci Elisabeth pour cette présentation. Benoît, je te laisse te Oui, présenter du coup. Voilà, bienvenue à toi. oui, merci, merci de m'avoir invité. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Benoît Fréland, je suis développeur indépendant.
Depuis 2008, je suis aussi freelance, donc je propose des prestations de game design, développeur Unity et autres. Et j'ai monté un blog qui s'appelle videogamecreation.fr On le voit derrière qui toi. est censé voilà, aider les créateurs de jeux vidéo, créatrices aussi évidemment. Et le but c'était d'aider les créateurs indépendants, en fait, de donner tous les conseils que je n'ai pas eu quand j'ai commencé, il y a plus de 12 ans de ça. Et, et du coup, bah, je voulais répondre à toutes les problématiques que rencontrent les développeurs indépendants, que ce soit dans le design, le concept, la technique, le marketing, la com, voilà. Et bah, j'ai aussi proposé une formation il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Game Dev Launcher. En fait, c'est un espèce de condensé pour devenir développeur indépendant assez rapidement, j'ai envie de dire. Il faut avoir quand même un background technique. Et en fait, je vais donner toutes les astuces de la conception jusqu'à la commercialisation d'un jeu vidéo, en passant par un éditeur. En fait, en évitant tous les problèmes que peuvent rencontrer les développeurs indépendants lorsqu'ils veulent s'auto-éditer, par exemple. Il y a un announcement, je vais fermer ça. Tac. Où j'en étais, et ouais. Et je me concentre sur la création de jeux hyper casual, c'est-à-dire des jeux sur mobile assez petits à réaliser, mais très accessibles dans le sens où tout le monde, enfin, tous ceux qui connaissent un peu la technique, peuvent expérimenter. Eh bah très bien. Eh bah écoute, je m'aperçois qu'on a très bien choisi notre intervenant. Et enfin, Emmanuel, bah vas-y, je te laisse te présenter pendant que j'affiche le site de la FJV derrière nous. Emmanuel, nous avons perdu Emmanuel. Emmanuel, alors il Off. faut. Il est sur scène, oui. C'est bon, Ah ça y non, est. parce que mon Ah, ok. micro était off. D'accord. Eh bah vas-y, Ah oui, mais en fait, mon micro était off depuis, bref, depuis que j'étais reparti voir mon avatar. Bref. pas grave. Bonjour à tous. Je trouve ce concept absolument génial de conférence un peu à la Second Life. Euh, pour la petite histoire, on avait créé, je vais me présenter, il y a quelques années, puisque c'était en 93-94, le deuxième monde, dans une société qui s'appelait Cryo à l'époque. Et on avait été les premiers à créer un monde virtuel en 3D avec des avatars. Et ensuite, il y a eu Second Life. Je fais des jeux vidéo depuis à peu près 35 ans maintenant, que je suis rentré chez Infogrames en 86 pour créer des jeux vidéo en tant que programmeur et graphiste, parce qu'à l'époque, c'était possible d'être les deux sans trop de problèmes, mais je suis plus programmeur que graphiste. Et puis j'ai eu une carrière chez Cryo, chez Microïd. J'ai créé une société de, de, de jeux vidéo. Enfin, j'en ai même créé deux. La dernière s'appelait 4X Technologies, qui faisait à la fois de la technologie et des jeux vidéo. Il y avait un studio. Et ensuite, j'ai créé l'AFJV, l'Agence française pour le jeu vidéo, en 2003, pour répondre à ce qui me semblait être un besoin à l'époque, puisqu'il n'y avait aucune structuration autour du secteur. Donc, l'AFJV a proposé un certain nombre d'outils structurants, comme les annuaires et comme les offres d'emploi. Il y a pas mal d'autres choses, mais voilà, c'est ce qui est le plus visible, le plus connu avec la newsletter. Voilà qui je suis, et j'ai récemment remis un peu les mains dans le cambouis, puisque j'ai développé pour m'amuser un petit jeu qui s'appelle Covid the Game. Voilà, ça me manquait un petit peu de développer, de créer. La FJV, c'est sympa, mais c'est pas hyper fun en matière de gameplay. Donc, je me suis relancé dans l'aventure de la création de jeux vidéo. Voilà. D'accord, et bah merci Emmanuel. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Donc, comme je vous annonçais tout à l'heure, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, on va dérouler cette conférence en suivant un peu le planning de production d'un jeu. Écoutez, nos intervenants, vous prenez la parole quand vous voulez. Donc, du coup, voilà, je suis sur ma cuvette de toilette, un peu comme le professeur Doc Brown dans le film Retour vers le futur. Et là, j'ai une idée fabuleuse et je me dis, cette idée, elle va faire jouer le monde entier. Alors, peut-être Benoît, pour commencer. Par rapport à cette idée, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce qu'on peut se lancer tout de suite dans un gros projet? Est-ce qu'on choisit peut-être autre chose? Et surtout, est-ce qu'on se pose la question de savoir si cette idée, il faut qu'elle soit mainstream, pas mainstream et tout ça?
Allô? En fait, les micros se mettent off tout seuls. Ah, Je me suis d'accord. mis off exprès. Pardon. Ouais, ouais. Je disais, grande question. En fait, il faut d'abord se poser la question, quelles sont mes intentions? Qu'est-ce que je veux faire en fait avec ce jeu? Est-ce que je veux me Mhm, faire plaisir? Est-ce que je veux faire jouer des joueurs? Est-ce que je veux gagner de l'argent, tout simplement? mhm, Que je veux aller plus loin? Est-ce que je veux révolutionner le monde du jeu vidéo? Et, euh, et du coup, il faut aussi mettre en regard ses compétences, savoir ce qu'on sait faire à l'instant T, au moment où on a cette idée. Si on a des connaissances qui peuvent nous aider, si on a du budget aussi. Bon, en général, on part de très très bas, sans budget, sans connaissances. Et dans ce cas-là, bah, il vaut mieux avoir une idée. Ah, la lumière, oui. magnifique. Il vaut, il vaut mieux avoir une idée qui matche avec les compétences que l'on a. Après, Mhm, une idée de jeu, ça peut se matérialiser de différentes façons. On peut tout aussi bien créer un gameplay très intéressant sans passer trop de temps sur, par exemple, la partie graphisme ou la technique. Créer une expérience de jeu, un jouet, une sorte de expérience assez amusante pour les joueurs. Donc, ah, qui a parlé? Ah, j'entends des sons. C'est Elisabeth qui reçoit du monde chez elle. Ton micro, Elisabeth. Merci. Et du coup, j'en étais où? Oui, quand tu parles d'une idée, effectivement, il y a beaucoup de joueurs de gamers même, qui veulent créer un nouveau Fortnite ou un nouveau MMORPG. J'en vois passer énormément sur les forums Ouais. et sur mon blog aussi. Il y a beaucoup de personnes qui posent la question et je leur dis à chaque fois, mais euh, partez sur un truc très très simple. Voilà, vous savez pas développer, vous savez pas créer de MMORPG, vous n'avez pas 1 million de dollars, vous n'avez pas Mhm. une équipe de 100 personnes. Essayez de créer une expérience de jeu amusante et faites-vous plaisir surtout. Ouais, Que vous allez vous manger un mur, ça va vous démoraliser, et vous allez peut-être abandonner la création de jeux vidéo pour ça, quoi. d'accord. Et Donc, juste, c'était justement, le conseil que j'avais leur donné, quoi. on parlait de scope, alors de durée de production. Pour un premier jeu, du coup, tu conseillerais quoi à peu près comme durée de développement? De se prévoir combien de temps de développement pour un premier projet de jeu vidéo? J'avais une espèce de barème, je crois que c'était 3 mois, 3 mois? 3 mois pour faire un tout petit jeu, Mhm. vraiment, et le sortir, le terminer. Vraiment, ce qui est très important, c'est pour terminer son jeu, avoir toute la loupe de production, process de production que tu peux expérimenter. Même si tu te plantes, même si enfin, le jeu va pas marcher, va pas faire de vente, bah, c'est pas grave, ça fait déjà une très très bonne expérience que 95% des autres développeurs n'ont pas. Et ça, c'est très 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 important. D'accord, donc de sortir un jeu, quoi qu'il arrive, très rapidement pour se faire une expérience. Ok. Oui, oui, j'en vois qui utilisent cette méthodologie, je trouve ça génial. Et du coup, ils se rendent compte de tout ce qu'il y a à faire et leur planning est complètement explosé. Ils se Mhm. disent, ouais, je vais créer mon jeu en 3 mois, et au final, 6 mois plus tard, ils ont du mal à le sortir. Donc ils se disent, ah, effectivement, j'ai pas bien estimé mon temps de dev, et ça, c'est important Mhm. aussi. Ben, c'est très bien ce que tu dis, parce que ça me renvoie, peut-être que dans le public vous connaissez, c'est la développeuse du dimanche qui était partie sur un très gros projet et qui du coup à un moment donné s'est dit merde, excusez-moi pour le gros mot, mince, on est en train de se perdre. Est-ce que du coup on ferait pas un petit truc beaucoup plus court? Et ils ont lancé Pupicross qui fonctionne plutôt pas mal apparemment. Et effectivement, je trouve que pour un personnage public comme la développeuse du dimanche, c'était intéressant d'avoir son point de vue à elle, qu'elle dise, bon bah voilà, on s'est peut-être planté à vouloir faire un trop gros jeu, parce qu'elle a fait un jeu en fait pour présenter un vlog sur YouTube, et ce jeu a pris trop de temps, et finalement elle s'est aperçue que de faire d'avoir un scope plus court, ou une durée de production plus courte, pour sortir quelque chose, c'était peut-être plus intéressant que de tout de suite partir sur un gros truc. Dans lequel on se perd et qui peut coûter beaucoup d'argent. Ok. Elisabeth, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce début de création? Puis après, Emmanuel, tu pourras enchaîner sur l'étape suivante. Une fois qu'on a eu Bah, en fait, l'idée, qu'on a j'aurais deux, validé trois l'idée. trucs à rajouter sur ce début de création, mais vas-y, Elisabeth. Oui. Non, bah, je suis assez d'accord quand tu m'as dit ah là, ça y est, on a l'idée sur les toilettes, qu'est-ce qu'on fait? Je suis assez d'accord avec ce qui était dit, c'est on s'arrête tout de suite, on note son idée dans son coin, on attend d'avoir beaucoup progressé en compétences et on se lancera dedans une fois qu'on aura bien monté en compétences, qu'on sera en capacité de lever des équipes. Il faut savoir aujourd'hui que sortir un jeu, c'est extrêmement complexe.
Faire un jeu, c'est complexe, mais le sortir, c'est encore plus compliqué. Hmm. Je discutais avec des RH d'ailleurs qui me disaient qu'entre quelqu'un qui avait passé 10 ans à bosser chez Ubisoft, mais à bosser uniquement sur des projets qui avaient été annulés à la fin et qui n'étaient pas sortis, ou quelqu'un qui sortait d'école de jeux vidéo, qui avait travaillé en tant qu'un an et qui pendant un an avait fini par sortir son jeu tout seul, ils allaient préférer recruter la personne qui avait fini par sortir un jeu, même s'il était mauvais, parce que c'est tellement compliqué de sortir un jeu que la plupart des personnes qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo, elles n'ont même pas forcément cette expérience derrière elles. Les gens dans l'industrie, en moyenne, ils tiennent 5 ans avant de péter un câble et de partir faire autre chose. C'est quand même pas super cool comme industrie pour plein d'autres raisons. Vu qu'une durée de production de jeux vidéo, c'est long, ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui n'ont jamais sorti de jeu. Donc, ouais, commencez par faire un tout petit projet, même un truc que vous allez faire sur un week-end, et ensuite passer 6 mois à essayer de comprendre comment est-ce que vous sortez votre truc que vous avez créé sur un week-end. Ça va être déjà très bien, quoi. Hmm. Et on n'a pas oublié quelque chose aussi. Bon, on en parlera peut-être en point de vue d'expérience, mais est-ce qu'on pourra pas se mettre un petit post-it dans la tête de parler aussi des game jams en parlant d'expérience? Si justement on a envie de faire un jeu vidéo, peut-être de passer d'abord par une expérience de game jam. Enfin voilà. Emmanuel, qu'est-ce que tu voulais ajouter du coup? Bah, justement, ça rejoint un petit peu ce que tu dis sur les game jams. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que on ne sort pas un premier jeu vidéo en se disant qu'on va faire un jeu vidéo avec lequel on va faire manger sa famille et avec lequel on va faire des ventes. Ça n'existe pas, sauf cas exceptionnel. Il y en a toujours qui réussissent leur premier jeu, mais ne serait-ce que pour se rendre compte de la difficulté que c'est et de l'ampleur de la tâche qui est de finir un jeu. Commencer un jeu, c'est extrêmement facile. Euh, c'est assez satisfaisant en plus. En quelques jours, on a des choses qui tournent et on a l'impression d'avoir 50% de son jeu en quelques semaines. Sauf que tant qu'on n'a pas fini un jeu, on ne sait pas ce que c'est. Et finir un jeu pour le mettre à la disposition du public, c'est un travail colossal. Et il y a souvent plus de travail dans la finition que dans le jeu lui-même sur la partie gameplay. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ne partez pas avec en tête de créer un jeu incroyable. Faites déjà des petits jeux qui vous plaisent, mais en les sortant à chaque fois. Il faut quand même que ces petits jeux soient confrontés au public, parce que c'est cette confrontation avec le public qui fait qu'on se sent obligé de terminer et de peaufiner un petit peu le jeu. Mais voilà, je pense que l'essentiel, le plus important, c'est la création d'expérience. Et que cette expérience, elle se fasse tout seul ou à plusieurs, il est indispensable, avant de se lancer dans un grand projet, d'en avoir fait plein de petits. Alors, quand je dis plein, ça peut être 3-4, mais il faut avoir sorti 3-4 petits jeux dans son coin, pas forcément les avoir sortis sur Steam ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, c'est super facile de créer un site internet. On l'a fait avec mon fils pendant la période de confinement. Ça coûte On en rien. reparlera après, Voilà, ouais, ça coûte 20 effectivement. C'était balles. un bon Euh, exemple. c'est super rapide, c'est super facile. Et puis après, justement, ça permet de se confronter avec la difficulté de faire connaître son jeu, quel réseau on va utiliser, etc., etc. Mais toujours sans que ce soit, entre guillemets, grave. Il n'y a pas de pression et c'est ça qui est important. Mais tout d'un coup, on se confronte à la réalité du marché du jeu vidéo, du développement du jeu vidéo, de la complexité de finir un jeu vidéo, etc., etc. Donc, vraiment, passer par cette étape qui me semble être indispensable un peu artisanal de faire quelques petits jeux sympas qui sont peut-être, ça peut être des copies, hein, ça peut être j'en sais rien, je refais Arkanoid ou je refais Space Invader pour voir si je suis capable de le faire, mais ne serait-ce que ça, c'est déjà pas mal. Voilà. D'accord. Je me déplaçais parce que je voyais un post-it Game Jam, bah, c'est très intéressant. Voilà. Du coup, Elisabeth parlait de monter en compétences par rapport à la création de son jeu. Peut-être que tu veux reprendre là-dessus. Alors, l'étape suivante, ça va être quoi, par exemple, Elisabeth, une fois qu'on a trouvé son idée,
qu'on voit à peu près combien de temps on va mettre pour le développer. Tu parlais de monter en compétences, c'est-à-dire? Alors déjà, si on n'a pas fait une école de jeux vidéo, ça va être par exemple essayer de rejoindre une communauté. Il y en a plein des communautés d'entraide. Je crois que Benoît en a une, j'en ai une. Et rencontrer d'autres personnes pour à chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose, au lieu de se dire ok, bah, je me mets à coder, et ben se dire bah, attends, avant de le faire, je vais essayer de lire un peu, voir un peu des conseils, découvrir qu'il y a tel et tel outil qui va me faire gagner plein de temps et monter en compétence ainsi. Il y a aussi monter en compétence en termes d'équipe. Parce que quand on a une idée tout seul, c'est chouette, mais c'est aussi bien de rencontrer d'autres personnes avec qui faire son projet. C'est aussi difficile de faire un jeu avec d'autres personnes. Donc pareil, rejoindre des communautés. Si par exemple on est plutôt porté sur le code, essayer de trouver une personne qui sait faire du graphisme pour faire les graphismes avec soi, etc. Ok, d'accord. Euh, Bah, du coup, donc le côté communauté, la Game Jam peut aider justement à rencontrer des gens. Peut-être que Benoît, tu peux nous en parler un peu de Game Jam. Tu as dû en faire un petit nombre quand même. Oui, j'en ai fait quelques-unes. Alors, ça consiste en Alors, quoi la Game Jam? Explique-nous ce que c'est. le principe, c'est de créer from scratch, c'est-à-dire en partant de rien, un jeu vidéo sous 24 ou 48 heures, ça dépend des game jams, en équipe ou bien tout seul, suivant un thème donné, tout simplement. Donc, par exemple, récemment, il y a eu la Ludum-Dare que j'ai faite. Le thème, c'était... je sais plus. Purely Comme va F1 m'aider. ou un truc dans le genre, non? Ouais, c'est ça. Donc effectivement, à partir de là, on crée un jeu, on constitue une équipe un peu sur le tas, un peu comme une jam musicale. C'est une petite équipe de programmeurs. En général, il y a un programmeur, un game designer, un graphiste au minimum. Et on crée un jeu en 48 heures. C'est le défi, c'est une espèce de challenge. Il n'y a rien à gagner. On fait ça pour Hmm. le plaisir. Et c'est un excellent laboratoire pour expérimenter des idées et pour se former, en quelque sorte aussi. On gagne énormément en expérience puisqu'on termine un jeu. Enfin, on essaie de le terminer en tout cas. C'est bien d'avoir terminé. Après, on peut le continuer si on veut. Je prends l'exemple du jeu d'Elisabeth qui était commencé en Game Jam, un jeu qui s'appelle Normal Lost Phone, qui a été commercialisé et donc Oui, développé un peu plus tard. chez Accidental Queen. Ouais, ouais, exactement. Puis je pense que dans le public, vous connaissez ce jeu Normal Lost Phone qui a cartonné, qui a été un très gros succès. Ouais. Typiquement, sur ce qu'on Voilà. disait tout à l'heure, c'est typiquement pas un jeu sur lequel il y a eu une idée et on s'est dit ah bah attends on va la poser. C'était juste on s'est retrouvé en game jam, on se connaissait pas, on a commencé à discuter et puis l'idée est sortie de là et l'idée c'était vraiment de faire un petit truc en 48 heures. Sur les game jams aussi, si vous voulez participer et que vous n'avez jamais fait de game jam, j'aurais aussi peut-être quelques conseils. Il y a certaines game jams qui sont peut-être mieux adaptées pour les personnes qui débutent. Nous, on en organise souvent avec Abiding Bridge. Donc, on organise ce qu'on appelle des game jams bienveillantes, où l'objectif, ça va être justement d'essayer de se centrer sur l'entraide, d'avoir des mentors qui aident les équipes, d'avoir des vraies pauses repas aussi, où les personnes se retrouvent entre elles, elles arrêtent de bosser, et elles sont là aussi pour faire connaissance avec les uns et avec les autres. Mhm. Voilà, il y a d'autres game jams, je dis pas que c'est mauvais ou quoi, c'est juste que c'est très différent. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus axés sur la compétition, sur le fait de ok, faut pas dormir la nuit, faut réussir à faire son truc en 48 heures. Nous, les game jams qu'on organise, par exemple, bah, voilà, c'est fermé la nuit, ou alors il y a une salle de sommeil qui est ouverte pour les gens pour qu'ils prennent une pause, mais les salles de travail, en tout cas, sont fermées. Parce qu'il y a un problème avec les game jams, c'est que souvent aussi, ça peut inciter à ce qu'on appelle le crunch. Donc le crunch, c'est une pratique dans le jeu vidéo qui consiste à bosser des heures supplémentaires tout le temps. C'est très commun, c'est très fatigant, c'est très mauvais pour la santé. Euh, et voilà, donc il y a des game jams qui encouragent moins ça que d'autres. Donc avant de faire une game jam, renseignez-vous un peu sur c'est quoi les valeurs des organisateurs, des organisatrices qui font la game jam, pour être sûr que ça correspond bien à ce que vous attendez. Mhm. Après, on fait ce qu'on veut, hein. Honnêtement, moi, je vais dormir maintenant. Plus question de passer une nuit blanche. Et d'ailleurs, il y a des jams qui se font en ligne. Donc, on reste chez soi et on communique à travers Internet. Ou des jams qui se font sur place, où on se rejoint tous au même endroit. C'est un peu plus convivial, c'est beaucoup mieux pour rencontrer des gens et à passer un bon moment ensemble. Et à manger des pizzas, Mm. et à boire du coca. C'est intéressant ce que tu dis, c'est que c'est pas parce qu'on va créer un jeu qu'il faut se mettre aussi
entre guillemets en danger. Faut pas créer un jeu, se dire ok, je suis tout seul, faire un peu la méthode Eric Chahi quand il a créé Another World et passer 2 ans en taupinière, ne voir personne, parce que ou ne plus dormir et de faire des nuits blanches, comme disait Benoît, c'est pas forcément souhaitable. Mais le but, c'est vraiment de se préserver, surtout quand on travaille tout seul. Emmanuel, justement, sur la FJV, est-ce que tu as, toi, un agenda des Game Jam Oui, quand il y en avait. quand il y en avait? Ouais. L'agenda, c'est un peu réduit comme peau de chagrin. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps. Oui. Mais oui, il y a, pour toutes les game jams dont on peut avoir connaissance, elles sont indiquées dans l'agenda des événements de la FJV, D'accord. au même titre que les salons, que les conférences, etc., etc. Donc oui, on peut trouver ça sur l'agenda de la FJV. D'accord. Bah, d'ailleurs, un des prochains festivals qu'on fait, là, tous les deux, Emmanuel, c'est Animasia, qui est aussi organisé par Leno, voilà, qui nous héberge aujourd'hui pour le BGF. Bon, c'était juste pour la petite Tout à fait, parenthèse. tout à fait. Voilà, Animasia Indie Game Factory. Donc, si vous êtes dans le public et que vous voulez voir des développeurs indépendants, donc bref, voilà, je ferme la parenthèse, ça sera en octobre, voilà, courant Animasia. Et il y aura Du une Game Jam? non, non, il n'y aura pas de Game Oh. Jam. Non, non. Il y aura une journée pro pour les développeurs. Et puis surtout, il y aura les 2 jours d'Animasia sur l'espace Indie Game Factory où vous pourrez découvrir plein de super jeux indés. Voilà, quoi. Sinon, autre chose. Oui, du coup, Benoît, je rebondis sur toi. Alors, une fois qu'on est monté en compétence, qu'on sait à peu près où on va, quel outil tu conseillerais, toi, pour créer son jeu vidéo? Alors, c'est une des questions qui revient le plus souvent sur les forums et sur le Discord, effectivement. Déjà, il faut mettre à plat toutes ces idées, ce qu'on a besoin, et aussi ce qu'on sait faire, est-ce qu'on sait programmer, avec quel langage. Et donc, à partir de là, essayer de faire une liste des moteurs qui sont à disposition. Tu en Et, as, quel- pardon? Tu en as quelques-uns, là, peut-être une Oui, petite comme liste. Unity 3D, qui est un des moteurs les plus connus des développeurs indépendants, qui permet de faire beaucoup de choses, qui est suffisant pour tout. C'est un peu une usine à gaz, hein. Pour débuter, c'est pas forcément la bonne manière, surtout si on connaît rien en programmation ou en moteur de jeu. Mhm. Il y a des moteurs de jeu qui sont plus accessibles comme Construct 2. Il n'y a pas besoin de savoir coder, c'est du scripting. En fait, c'est une programmation, mais sans connaître forcément un langage. C'est assez facile à lire. Game D'accord. Maker aussi. Il y a Unreal Engine qui est vraiment aussi une usine à gaz qui monte en puissance actuellement. Godot. Que- Godot Engine qui est open Mhm. source, gratuit. Mhm. Tous les moteurs que j'ai cités sont gratuits. Ah non, Construct 2, il n'est pas gratuit. Après, il y a forcément des conditions. Oui, Mais quand on Unity, je débute, crois que tu reverses un pourcentage en fonction du nombre de jeux que tu vends. Je crois alors qu'en dessous de ça 30. c'est Unreal Engine, tu reverses un pourcentage, D'accord. quoi Mhm. qu'il arrive. Unity, si tu dépasses 100 000 Oui, c'est ça. de revenus annuels, tu dois acheter la licence Pro, qui est Mhm. à 1000 dollars l'année. Bon, c'est pas excessif non plus, Bah non, oui, surtout mais quand tu viens donc de ça te gagner laisse une 100 bonne 000 marge. dollars. Ouais, voilà. Ça laisse une bonne marge. Et donc, enfin, pour moi, il faut quand même avoir des notions de programmation de base, pure, enfin, au moins de logique de programmation, d'algorithmique, etc., avant de se lancer dans un moteur de jeu. Parce que Et bah, c'est vraiment la base, quoi. ça tombe bien ce que tu dis et on va pouvoir rebondir sur Emmanuel. Et puis une fois qu'Emmanuel a parlé, Elisabeth, pareil. Parce que toi, tu fais du coaching aussi C'est une dans manière l'accompagnement du jeu. de parler et rebondir sur moi. Alors Emmanuel, donc on rebondit sur toi, tel un Allez, on rebondit. trampoline. Hop. Hop là. Voilà. Et donc du coup, eh ben, on parle de développeur. Toi qui connais un peu l'emploi du jeu vidéo en France, bah, comment on fait pour recruter un développeur et comment on constitue une équipe? Voilà, c'est important. Alors, il y a deux grandes familles. Il y a la famille de je suis en société et la famille de je suis en format amateur ou semi-pro. Donc, ce qui va constituer une grande différence, puisque une société va chercher à embaucher des gens. Si je ne suis pas en société, si je suis en auteur, si je suis en amateur, mais pas forcément, hein, je peux être en auteur et être tout à fait professionnel, mais à ce moment-là, je ne vais pas chercher à recruter des salariés, je vais chercher des collaborateurs qui vont entrer
dans l'aventure avec moi. Donc, c'est assez différent. Donc, si on cherche à recruter des gens, il y a le portail de l'emploi. Et à ce moment-là, c'est uniquement accessible aux sociétés. Elles déposent une offre d'emploi ou une offre de stage ou une offre d'alternance. Ce serait bien d'ailleurs qu'elles déposent plus d'offres d'alternance. Je suis sûr qu'il y a plein d'étudiants en alternance qui aimeraient bien voir plus de possibilités de faire leurs études en partie dans des sociétés. Ça permettrait notamment de financer ces études, bref. Donc voilà, ça c'est pour la partie emploi. Et puis sinon, quand on est amateur, on a ouvert un forum il y a quelques années qui s'est pas mal développé justement sur la partie création amateur. Et on a beaucoup d'équipes qui se constituent via le forum, c'est-à-dire ça va de j'ai une idée et je cherche des collaborateurs, je cherche des gens qui peuvent m'aider à développer cette idée, des programmeurs, des infographistes, à des équipes beaucoup plus sérieuses, entre guillemets, qui sont déjà constituées et qui cherchent des talents complémentaires. Ça va être un musicien, ça va être un game designer, ça va être un programmeur, etc. etc. Et ça, c'est sur la partie forum, parce qu'il n'y a pas forcément d'échanges financiers ou au moins d'échanges financiers à court terme. Donc, voilà, tout est possible. On peut, quel que soit son niveau, on peut trouver, ou en tout cas, on peut rechercher des collaborateurs, que ces collaborateurs soient payés ou qu'ils soient, entre guillemets, bénévoles. Donc, tout ça, c'est sur la FJV, soit sur les forums, soit sur le portail de l'emploi. Et D'accord. je finis rapidement pour donner un conseil justement à tous ceux qui se posent des questions de c'est quoi un programmeur de jeux vidéo, c'est quoi un graphiste, quelles sont les compétences, quelles sont les qualités qu'il faut avoir. Allez jeter un coup d'œil sur les offres d'emploi. Il n'y a rien de plus réaliste que de consulter une offre d'emploi qui vous dit bah, on cherche un programmeur qui connaît tel et tel langage, qui a telle et telle qualité, à Bah, qui on va proposer. on voit le site derrière, justement. Là. J'ai retrouvé mon outil de présentation. On voit le site de la FJV derrière. Voilà. Et notamment, Euh, voilà, bah, ça, consulter c'est ouais, les annonces. ça, Voilà. c'est la partie, voilà, ça, c'est les offres d'emploi. Permet de Euh, consulter les profils. Ouais, exactement ce que tu Complètement. disais. Et donc, de vous faire une idée on ne peut plus réaliste de ce que on va vous demander si un jour vous vous retrouvez sur ce marché du travail, euh, qui est, je vous préviens d'avance pour ceux qui n'y seraient pas encore, assez difficile d'accès. Voilà, c'est un marché pour lequel il y a beaucoup de gens qui souhaitent rentrer, mais sur le fond, il y a pas une offre pléthorique. C'est-à-dire que, il y a entre 300 et 400 offres d'emploi pour toute la France à un instant T. Donc, c'est pas un si grand marché que ça non plus. Et c'est surtout, j'allais dire élitiste, mais en fait, c'est un petit peu ça quand même. C'est assez élitiste, dire que les profils qui sont recherchés sont des profils avec beaucoup de compétences. Et les recruteurs sont assez difficiles sur leur choix. Voilà. D'accord. Bah, au moins, on a un peu, avec la FJV, du coup, on a un peu un classement, ou en tout cas un annuaire des profils, et puis ça permet de, effectivement, comme tu disais, d'aller chercher des profils bénévoles ou pas, ça c'est bien, surtout sur un premier projet. Donc voilà. Elisabeth, est-ce que tu peux peut-être nous préciser, que toi, vu que tu fais de l'accompagnement, à quel moment tu prends les créateurs en charge et qu'est-ce que tu vas leur apporter justement dans la partie production? Ouais, alors déjà nous on va accompagner les personnes, y compris si on les prend pas en charge, comme tu dis, dans le sens où on a à la fois une offre où bah, quand quelqu'un signe son jeu chez nous, eh ben, cette personne elle a le droit à tous nos services gratuitement et puis même on lui envoie des rappels réguliers pour dire non mais attends il y a tel truc tel jour, ça serait vraiment bien que tu viennes, mais aussi n'importe quelle personne qui veut suivre ce qu'on fait peut venir. Donc jusqu'à maintenant on avait un serveur Discord qu'il fallait connaître pour rejoindre et on y organisait des formations. Donc pour donner quelques exemples de formations qu'on a fait, bah, il y avait des formations sur les financements, par exemple les financements publics et les financements privés.
Il y en avait d'autres sur l'écriture, le narrative design, d'autres sur l'organisation de playtest, d'autres sur le droit d'auteur. On aime beaucoup faire des formations juridiques et administratives ou sur des choses qui ne sont pas forcément enseignées dans les écoles ou sur lesquelles il n'y a pas beaucoup de tutos qui ont été faits parce qu'elles sont très spécifiques vers la France. On ne va pas donner une formation sur comment utiliser Unity parce qu'il y a 10 000 ressources sur comment utiliser Unity ou GameMaker. Par contre, comprendre, de savoir, si je prends le statut d'artiste, auteur, quel impact ça va avoir sur mes allocations familiales ou sur mon RSA, ça, il n'y en a pas beaucoup et c'est difficile de trouver la réponse. Oui, justement, derrière nous, il y a ton site là qui s'affiche. Effectivement, je vois une formation en ligne, trouver de l'argent pour financer son jeu, le créatif indépendant et l'argent, voilà. Ok. Très bien. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut absolument que je mette à jour le site pour annoncer la formation de mardi, qui je pense va être la formation qui va attirer le plus de monde. Ça va être sur notre chaîne Twitch, d'ailleurs, pour une fois, ça ne sera pas sur notre Discord. D'accord. Je vais peut-être partager le lien de la chaîne dans le chat. Et du coup, Oui. mardi à 18h, ça sera sur comment faire connaître son jeu quand on n'a pas d'argent. Ah bah voilà. Ça me rappelle oui, c'est une formation aussi qui est très intéressante. Ouais, j'appelais ça guérilla marketing. C'est comment faire parler de son jeu quand on n'a pas d'argent. Voilà. Bah, c'est très bien en tout cas, très très bien. Elisabeth, si jamais tes formations sont grand public, n'hésite pas à nous envoyer l'info, on la mettra sur le site, sur l'agenda et dans la newsletter. Ah bah c'était justement l'autre question que je voulais te poser, c'était comment ça se passe pour rajouter ces trucs dans l'agenda. Je me suis toujours imaginé que c'était payant, par exemple. Non. Tout est Ah gratuit. d'accord. Ok, cool. Et ben, je vais vous envahir. Parce que Avec plaisir. on fait 3 événements par semaine. Comme ça, tu rempliras l'agenda. C'est parfait. Bah, et surtout, nous, En ce moment, il est un peu on vide. a toujours tout fait en ligne. On a commencé à faire nos formations en août dernier, donc bien avant le confinement. Et l'idée, c'était de dire, bon, bah, il y a plein de gens qui font des jeux vidéo sur Paris. Sur Paris, il y a énormément d'infos qui sont accessibles facilement. Mais il y a plein de gens qui font des jeux vidéo et qui sont à la campagne, qui ne sont pas proches d'un gros cluster régional, qui n'ont pas les moyens d'aller à des trucs comme le Game Camp, etc. Et c'était de trouver à chaque fois des formateurs ou des formatrices extrêmement compétents. Donc voilà, on a des personnes, elles ont donné des conférences à la GDC, on a des stars internationales qui viennent, mais par contre c'est toujours tout en ligne et tout accessible et tout à prix libre pour que on fasse un peu de démocratisation des savoirs, quoi. Eh ben Ok. super, on sera un plaisir de relayer l'info. Eh bah super. Du coup, Oui, donc on a juste avant choisi de. son. Oui, vas-y, Benoît. Juste, excuse-moi. Oui, en fait, le choix du moteur, en fait, c'est pas forcément la première chose que tu fais quand tu commences à créer un jeu vidéo. Il faut essayer de mettre à plat toutes ces idées dans une documentation qu'on appelle le Game Design Document et aussi faire un business plan. Le choix de l'outil, ça fait partie des prérequis, j'ai envie de dire. Mais le Game Design Document, ça permet d'avoir une vue globale de tout ton projet et de mettre en forme toutes tes idées et de ne pas oublier certains détails qui peuvent coûter beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Mm. Donc c'est une étape qui est gratuite, c'est pas long à faire, donc il faut vraiment se forcer à créer une documentation, même si on est tout seul. Ça permet Moi, de j'en ai retomber sur ses pieds quand on se perd un peu dans le développement. tout à fait, et d'être cohérent avec ce qu'on a écrit aussi. Mm. Donc j'en ai fait une récemment, ça faisait longtemps que j'avais pas refait de Game Design Document, et ça m'a Ouais. permis de voir les petits problèmes, les petits manquements au gameplay. Et donc ça reste toujours utile et ça se fait même pas une demi-journée quand on a un petit jeu, donc pas hésiter. Eh bah top. Donc du coup, on vient de choisir le moteur. On a vu avec Emmanuel comment on fait pour recruter bénévolement ou de payer, pourquoi pas, des développeurs si on a un peu de budget. Comment on fait pour recruter son équipe. Notamment, on ne peut pas être tous des graphistes, programmeurs, musiciens. Enfin, c'est tout ce que je vous souhaite, mais c'est quand même assez rare. Comment on fait donc pour recruter un graphiste, un développeur, un musicien, enfin en tout cas les compétences qui nous manquent pour aller au bout de son projet, et c'est important d'aller au bout. Une fois donc qu'on a fait cette étape, qu'est-ce qui reste à faire? Donc on est en pleine production, on a choisi son moteur, on a son équipe autour de soi. Allez, Elisabeth, est-ce qu'on commence déjà à chercher un moyen de distribuer ou en tout cas de faire paraître son jeu à ce moment-là? Oui, pourquoi pas. De toute façon, il y a bien un moment où il va falloir se poser la question de déjà sur quelle plateforme est-ce qu'on va le faire Oui. connaître. Est-ce qu'on est en train de faire un jeu mobile, un jeu PC, etc. De toute façon, par exemple, si on est sur mobile, il y a pas énormément de choix. Si on est sur PC, effectivement, on peut se dire qu'on va faire une petite version
gratuites pour commencer sur Itch.io, sur GameJolt, etc. Et essayer d'aller sur des plateformes qui sont beaucoup plus complexes d'accès comme Steam, peut-être plus tard. D'accord, ok. Toi, peut-être, tu conseillerais quoi, toi, comme plateforme pour un premier jeu qui va pas être hyper bien produit, peut-être, ou à moins que tu aies du talent, effectivement, on peut avoir la chance d'avoir un jeu ultra produit et tout ça. Tu conseillerais quoi, toi, comme plateforme pour diffuser son jeu qui ressemble plus à un projet, à une idée, comme ça, une bonne idée, mais qui est pas forcément ultra finalisée? Dans ce cas, je dirais vraiment les deux meilleurs, ce seraient les plateformes Itch.io et GameJolt. Ouais, Euh, itch.io et GameJolt, tu dis, c'est ça? alors, je l'écris dans le chat. Super. Bah, moi, j'affiche le site itch.io dans la salle. Tac. Ou c'est tout bête, hein, itch.io. Voilà. Et là, on est sur la plateforme itch.io. C'est le même principe que Steam, hein. Vous avez une page pour votre jeu. Vous pouvez monnayer ou le distribuer gratuitement. Enfin, voilà, hein. Euh, alors, par contre, moi, je connais pas bien. Alors, je connais les conditions de rémunération standard. C'est 70-30. 70, par exemple, sur Steam et 30% pour Steam. Après, ça peut changer en fonction des négociations et de votre poids. C'est sûr que si vous êtes un très gros et que vous distribuez votre jeu sur Steam, il doit y avoir des négociations. C'est peut-être plus 70-30. Je sais que sur Game Planet, c'est 80-20. Enfin, ça change un petit peu. Itch.io, c'est combien à peu près la part de rémunération pour le développeur? Il me semble que et pour Itch.io et pour GameJolt, dans les deux cas, c'est au choix du développeur. S'il veut que 100% aille à lui, il peut. Si elle préfère que de dire, allez, je veux soutenir Itch.io ou GameJolt parce que ce D'accord. sont des super plateformes, c'est possible. Par contre, il y a un point qui est extrêmement peu connu en France, c'est que si vous mettez votre jeu sur GameJolt ou sur Itch.io et que vous commencez à percevoir des revenus, ces revenus, il faut les déclarer parce que ça s'appelle des revenus professionnels. Et je sais que 99% des devs indés qui mettent leurs jeux sur ces plateformes, bah juste, c'est des personnes qui se contentent de récupérer la thune et qui ne pensent pas qu'à un moment, elles sont dans l'illégalité si jamais elles ne les déclarent pas. Donc Steam, en fait, se protège énormément et vérifie que les gens ont déjà un numéro SIRET, ont déjà une entreprise, etc., avant de les accepter. C'est pour ça que c'est compliqué d'y aller dessus. Par contre, si vous générez de l'argent sur Itch.io, sur GameJolt, bon, peut-être que pour les 2-3 premiers euros, vous vous dites c'est pas très grave, mais si vous commencez à vraiment faire des ventes, etc., il va falloir commencer à prendre un statut, que ce soit micro-entrepreneur, artiste-auteur, que ce soit une association que vous créez, mais en tout cas, vous devez avoir une entité, une entité juridique qui vous permet de recevoir de l'argent. D'accord, ok. Emmanuel Forçant, tu as peut-être quelque chose à ajouter justement sur cette partie un peu commercialisation. Oui, Est-ce qu'on peut aller approcher déjà un gros distributeur, par exemple un plugin en France, un Dear Villagers, un Big c'est Ben, les mêmes. ouais, Plugin et Diary Ledger. En fait, il ne faut pas hésiter, hein. Enfin, je pense il faut aller. Alors, il faut aller voir tout le monde à partir du moment où on a déjà quelque chose. C'est-à-dire que si on va voir un éditeur en disant ouais, j'ai une super idée, ce serait un jeu de football, mais moi je sais comment faire un jeu de football vachement mieux, c'est pas la peine. hmm, Voilà, il faut y aller au moins avec une maquette, si ce n'est avec un jeu qui est déjà pas mal avancé. Mais les éditeurs, oui, bien sûr, sont en recherche en permanence de nouveaux talents. Alors, ils sont un petit peu difficiles, mais il y a des plus ou moins gros éditeurs. C'est sûr qu'aller frapper à la porte d'Ubisoft tout de suite, ça risque de pas être très très facile, mais Plugin Digital / Dear Villagers sont plus accessibles et plus à l'écoute. Et hmm. ou justement aller voir aussi des gens comme Elisabeth, hein, qui peuvent conseiller, qui peuvent aider à trouver un peu sa voie, soit pour dire c'est un peu trop tôt et justement fais un peu des jeux dans ton coin, ou au contraire c'est super et puis ce que tu proposes intéressera certainement un éditeur. Hmm. Mais voilà. Pour compléter, même, je dirais, nous, on est éditeur nous-mêmes, donc il y a des jeux qu'on finance, mais sauf qu'on n'a pas énormément d'argent, donc on ne peut pas financer autant de projets qu'on voudrait. Donc ce qu'on fait, c'est beaucoup de mise en relation avec d'autres éditeurs. Hmm. Donc si vous venez nous voir, vous avez un projet qui est ambitieux, on pourra peut-être vous dire, ah bah tiens, tel éditeur, il semble plus te correspondre qu'un autre. Je les connais bien, je leur envoie un petit message pour toi, et j'aurai peut-être une réponse un peu plus vite.
De même, typiquement, Plugin Dear Villagers, eux, ils sont venus carrément faire une formation sur notre serveur, sur notre communauté, pour dire, bon, voilà, vous voulez pitcher un éditeur, c'est quoi les trucs et astuces, à quel moment le faire ou pas, parce que là, tu poses une question qui est vraiment compliquée, Peter, et ça va être dur d'y répondre pendant la conférence, parce que c'est quelque chose dont on peut parler pendant 2 heures. Ouais. Ben justement, tiens, et puis vous intervenez comme vous voulez. Comment on fait pour montrer son jeu? Alors, on parlera de la partie festival, mais comment on fait pour faire connaître son jeu, justement, quand c'est son premier jeu? Comment on en fait parler, justement? Parce que si effectivement on va voir un éditeur et que le jeu est pas du tout connu et que c'est son premier jeu, l'éditeur risque de vous dire, oui, bon, on va peut-être attendre ton deuxième ou troisième jeu pour commencer à penser à une relation, comme à une relation de travail. Mais du coup, comment on fait comme ça quand on est tout nouveau dans le milieu pour montrer son jeu et pour faire parler de son jeu? Moi, je dirais que je sais pas encore, mais que je sais que mardi, je vais assister à une formation là-dessus. Donc, j'y répondrai mardi. Il faut sortir de sa grotte quand on est un développeur. Souvent, les développeurs ont tendance à rester un petit peu le nez dans leur clavier et les yeux sur leur écran et à penser qu'il suffit de faire un bon jeu pour que ce jeu se diffuse tout seul auprès du public, ce qui est évidemment totalement faux. Quelle que soit la qualité du jeu, sauf cas exceptionnel, il ne se diffuse pas tout seul. Il faut le faire connaître. Donc le premier truc, c'est si on est un développeur un peu timide, au moins se servir des réseaux sociaux. Oui. Ce sont de très bons outils pour faire connaître des jeux. Et sinon, l'idéal, et vraiment je le conseille, et je pense que tu ne me contrediras pas, Peter, c'est d'aller sur des festivals, c'est d'aller sur des salons, donc soit en tant qu'exposant, soit en tant que visiteur, si on n'a vraiment pas de moyens. Mais cela dit, il y a aujourd'hui beaucoup de festivals qui invitent des jeunes créateurs. Et je vous invite à en parler avec Peter, qui a plein de plans pour justement aider des jeunes créateurs à se faire connaître en leur offrant plus ou moins la totalité de leurs frais d'accès à un salon. Mais ça permet aussi de confronter justement son jeu en live avec le public, qui n'est pas forcément bienveillant. Le public est parfois cruel et vous dit assez brutalement ce qu'il pense. Ah bah c'est nul, ah bah c'est trop dur, ah bah je comprends pas, etc., etc. Et en tout cas, de voir les réactions du public, de voir comment ils s'en sortent, comment ils comprennent, ou qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas d'un jeu, c'est souvent très formateur. Donc vraiment, j'invite les créateurs à se confronter au public, à rencontrer leur public. Et puis souvent, ça fait aussi des très belles rencontres avec des joueurs qui sont admiratifs, passionnés de pouvoir rencontrer justement les créateurs. Donc, n'hésitez pas. Voilà, ce serait mon conseil. Très intéressant ce que Je vais oui, rebondir aussi. oui, vas-y Benoît, rebondis. Et, Décidément. en fait, effectivement, si tu es au stade du prototype, tu as quelque chose de palpable, de jouable, mais si tu le montres au public, au grand public, le prototype, en gros, c'est des grey blocks, ce serait des gros cubes qui bougent. Voilà, c'est un peu difforme, c'est pas forcément joli, c'est moche, en quelque sorte. On teste juste le gameplay pour voir si le jeu est amusant, si la Oui, mécanique par est exemple, amusante. le prototype de Super Mario Bros, c'était un gros carré et un ciel bleu, hein, c'est tout. Hein. Donc, Bah, ça suffisait à tester le ouais, jeu. Et je ouais, ouais. pense que c'est à ce moment-là que tu décides si tu pars sur la production ou pas. Si le jeu n'est pas amusant, que tes intentions ne sont pas respectées, qu'il y a un problème technique, bah, cas-là, enfin, on va pas communiquer dessus, quoi. Donc, peut-être qu'on va le modifier, peut-être qu'on va changer d'idée, etc. Oui, et puis par Et exemple aussi. Oui, vas-y, oui, vas-y. Vas-y, vas-y. du coup, bah, en fait, Emmanuel disait tout à l'heure, alors, on peut pas créer un bon jeu et que ça marche tout seul en le diffusant. Alors moi, le truc qui m'a desservi en quelque sorte quand j'ai commencé, c'est que j'ai créé un jeu, je l'ai mis sur Internet, j'ai créé dans mon coin. Pareil, les yeux rivés sur le clavier et mon écran. Et ça a marché tout seul parce que je l'avais mis sur Internet. À l'époque de 2009, c'était les gros buzz de sites Internet. Ça se diffusait tout seul, tout le monde en parlait. J'ai créé 2 jeux comme ça qui ont très bien marché. Et après, sur mobile, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Pas du tout. Donc j'ai dû apprendre à faire connaître un jeu. Pas facile. On n'a pas forcément besoin d'avoir un jeu hyper bien fait, mais il suffit d'avoir un jeu original qui intéresse soit les éditeurs, soit le public, soit les journalistes.
En fait, il faut attirer l'attention vers nous avec quelque chose qui rend notre jeu unique et original. Hmm. C'est la base. Justement, On ne peut pas créer un clone, donc vaut mieux, ouais. vaut mieux partir sur un truc. Je voulais Vas-y. justement rebondir sur ce que disait Emmanuel. Donc oui, rencontrer des gens, c'est important, surtout quand on développe son jeu. On peut avoir le nez tellement dans le guidon que nous, on comprend tout et tout ça, mais que quand on a des gens qui sont pas familiarisés avec votre jeu, ils se retrouvent à vous dire, bah je comprends rien, je sais pas ce qui se passe, je trouve le truc totalement abscon et tout ça. Donc oui, c'est important de rencontrer des gens. Et effectivement, ce qu'on voit de temps en temps sur les salons, alors oui, il y a des stands payants. Et encore, Animasia est super accessible, hein. Si vous avez un jeu à présenter à Animasia, il faut vraiment parler à l'équipe qui organise aussi le BGF. Sur d'autres salons, on a des formules qui permettent d'accéder gratuitement, hein. Comme je disais, avec Emmanuel, on a une initiative avec les Ping Awards qui permet de présenter son jeu gratuitement si vous êtes sélectionné pour les Ping Awards, notamment. Sur un autre gros salon dont je citerai pas le nom, il y a une possibilité de venir en mode le côté gratuit, c'est-à-dire qu'on participe à un très gros salon, puis on ne paye pas son stand, voilà, sous certaines conditions, bien sûr. Et puis, effectivement, il faut rencontrer des gens pour se faire une idée. Et je voulais terminer sur ce que disait justement ne pas rester dans sa cave. Jade Raymond, qui était la première productrice d'Assassin's Creed, disait clairement quand vous mettez votre jeu en vente sur Steam, il n'y aura pas de miracle si vous n'avez pas fait parler de votre jeu. Steam n'est pas une plateforme de mise en avant. Or, si vous pouvez utiliser des outils de mise en avant qui coûtent assez cher, mais si votre jeu, même si c'est le meilleur jeu du monde, si vous n'avez pas fait de communication, si les gens ne le connaissent pas, c'est pas parce qu'il va arriver sur Steam qu'il va se vendre. Et Jed Raymond utilise cette phrase, il n'y aura pas de miracle. Donc effectivement, ce mythe un peu du développeur qui développe le meilleur jeu du monde dans sa cave et qui il le met sur Steam et boum, ça y est, ça explose parce que c'est le meilleur jeu du monde. Non, ça n'arrive quasiment jamais. Donc rencontrez des gens et même sur les festivals, si vous présentez, prenez votre ordinateur portable et puis commencez à parler aux exposants. C'est aussi ça la force des espaces jeux vidéo indépendants qu'on crée. Vous venez avec votre ordinateur et si Benoît il expose un jeu ou si Elisabeth est là, allez les voir et dire bah voilà tiens j'ai un petit jeu, t'en penses quoi et tout. Et ils prendront toujours le temps de l'essayer si vous avez fait la démarche de venir avec votre prototype sur votre ordinateur portable. Bah allez-y, montrez-le aux développeurs qui sont là. S'ils n'ont pas trop de monde, ils prennent un peu de temps bien sûr pour faire ce retour et c'est ça la force de cette communauté de développeurs indépendants.